Bienvenue à tous, nous sommes ensemble comme d'habitude durant 45 minutes au cours desquelles nous allons décortiquer toutes sortes d'infos, chroniqueurs et invités réunis, parce que vous allez le voir, comme d'habitude également, ils ont plein de choses à vous dire. Eh bien, le petit jingle qui en principe aurait dû assurer le début de l'émission, eh bien ça fait rien, je vais donc présenter tout le monde. Et pour présenter tout le monde, on va commencer par Martine. Hello Martine, Bonsoir. Ça va? Oh oui. Et vous allez nous parler de... d'un artisan, un restaurateur de piano. Ah, c'est chouette ça. Il est sympa ou vraiment il est tristounet? Vous allez nous Ah dire, non, il est bien, parce que mais ils sont toujours très sympas. Non, mais je vais pas vous dire le contraire déjà. Justement, c'est ce que j'attendais. Enfin, il est peut-être particulièrement sympa. Oui, il est très sympa. Très D'accord. très sympa. Bien, on pense pas laisser Mais s'engueuler si. en régie. Bon. Keltoum Bessadok. Bonsoir. Je vais parler d'une exposition qui se déroule actuellement jusqu'au 12 décembre, l'œuvre granit de Denis Monfleur. Alors la semaine dernière, voilà. on en avait parlé, c'était la première partie. Cette semaine, on fait le focus sur deux autres œuvres parce qu'il y en a tellement des œuvres, n'est-ce pas Lionel, que nous avons décidé d'en reparler et que voilà, l'exposition est toujours d'actualité avec toujours un livre aussi qui est sorti à l'occasion de cette exposition. On en reparlera dans quelques minutes. Ok, bah alors vous avez passé la balle à Lionel. Je savais bien que j'avais déjà vu ce livre quelque part. Bah évidemment, vous étiez là. De Denis Monfleur. Qui est là en train de elle a voulu me faire croire que absolument pas, qu'elle avait jamais présenté cette chronique, donc je commençais à devenir un peu fou là. En fait. Moi, je vais vous parler de développement durable. On va rester non, pas du tout. On va partir de bio. Peut-être, ça touche effectivement un petit peu quelque part. On va vous parler un petit peu de santé, de science, enfin de science pour les uns, pseudo-science pour d'autres. On en saura plus. Ah, j'aime bien quand il y a polémique comme ça. Sympa. On verra ça. Giuseppe Baggio. Oui, Patrice, j'ai invité Mastercard premier. Il vient de sortir son deuxième album qui s'intitule Garçon africain. Garçon africain. Oui. Eh ben moi j'ai invité Fille blonde. Voilà. Et c'est America Mock, bonsoir. Bonsoir. Je suis ravi de vous voir ici parce que franchement, à côté de Morandini, ça collait pas. Hein, non, ça collait pas. J'aurais bien aimé moi pourtant. Ben, je sais, mais on en parlera tout à l'heure et enfin, moi je me permettrai de vous dire quelque chose qu'on vous a peut-être pas dit. Enfin, si je vais vous le dire déjà. Alors j'explique quand même que vous avez participé au casting des nouveaux chroniqueurs pour l'émission de Morandini sur Direct 8, que vous étiez extrêmement bien parti parmi les 5 finalistes, que beaucoup de personnes pensaient que vous alliez réussir. J'ai vu votre prestation et je vais vous dire, il y avait un grand défaut, c'était trop pro. Mais vraiment, c'était trop pro. Ce qu'attendaient les gens, c'était une jeune fille qui a un petit peu peur, parce qu'on est attiré par bon. Et là, vous étiez nickel. Et nickel, les gens se sont dit bon, allez, c'est une professionnelle. Et vous êtes dans un autre domaine une professionnelle. Voilà. Bon, c'est mon avis. La scène, elle y a fait beaucoup. J'étais très à l'aise sur le plateau. Après, moi, je suis une grosse bosseuse, donc j'avais vraiment beaucoup travaillé, mes chroniques avec le chronomètre. Voilà, j'avais pas envie de présenter de la merde. Eh ben, je sais. Vous êtes arrivé deuxième quand même. Mais on vous avait déjà dit que c'était un peu trop pro, peut-être? Non, on m'a fait, bien sûr. Morandini, le premier. Ah, d'accord. Me l'a reproché. Compliment et reproche en disant que effectivement j'étais très pro et bon, bah ça a déçu peut-être quelques personnes qui vous manquaient, peut-être 3 ou 4 pour devenir 70 SMS, exactement. Bon, on voit votre actualité dans un instant. La photo du jour, elle va vous faire hurler. C'est un rat qui est... Voilà, il remonte des toilettes. Vous l'avez pris où cette photo? C'est un véritable cauchemar. C'est un petit montage. Mais alors, c'est juste pour vous signaler le travail dans plusieurs communes, 18 exactement, en Essonne, de professionnels qui placent des cubes de mort au rat, justement, dans les égouts. Ça se fait une campagne qui se pratique deux fois par an. C'est le syndicat intercommunal de l'assainissement de la région de Villeneuve-Saint-Georges. Comme vous le savez, ça s'étend sur la région d'Hyères et qui place donc un certain nombre de petits bonbons. C'est le Ciarve, c'est ça. Hein. Vanillés pour éloigner ces sales bêtes. Mais ce qui m'a ému dans le journal, c'est cet encart mentionnant le fait que le rat était un grand voyageur, qu'il escaladait les conduites et qui valait mieux, après avoir œuvré, si je puis dire, fermer la cuvette des water. Enfin. Non mais je vous assure que oui. Quand on y pense, c'est quand même un peu angoissant. Voilà, il faut se construire des toilettes sèches. Alors, entre les livres d'hier et l'info d'aujourd'hui, là, fou. Alors, c'est quelque chose. Voilà pour nos amis les poètes, on va passer de l'obscur à la lumière. Et même au sourire, hein, parce que vous souriez la plupart du temps. Voilà.
Alors, on va pas parler de ce casting, ça va, on l'a terminé. America, quand même, America, c'est... C'est mon prénom. Mais vraiment? Vraiment mon prénom, c'est pas un pseudo, c'est... je m'appelle America, c'est le féminin d'Amerigo, exactement. Oui. Et voilà, et j'ai beaucoup de chance, je crois, de m'appeler comme ça. Enfin, moi, en tout cas, j'en ai jamais souffert. Ah non, mais c'est très bien, il vaut mieux s'appeler America que... Bon, je vais pas me faire des ennemis quand même. Oui, vous allez dire Patrice, on le sait. Bon, mais il y a des filles qui s'appellent Patrice en Angleterre. Ah oui, je savais pas. Ouais. Enfin, America, c'est quand même beaucoup plus joli. Il n'y a pas que le prénom, effectivement. C'est le dragueur quand même. Absolument. Mais c'est la différence entre un compliment et un constat. Oui. Là, j'établissais un constat. D'accord. Compliment après. D'accord. Non. Alors, vous disiez tout à l'heure que, et je le disais avant vous étiez professionnel. C'est vrai, vous êtes professionnel sur le bout des ongles et la scène, vous connaissez. Vous pouvez peut-être résumer un tout petit peu ce que vous avez fait avant qu'on vous voit d'une manière générale chez Morandini. D'accord, alors à la base je suis danseuse, je suis une vraie danseuse professionnelle puisque je sors du Centre international de danse contemporaine. Après je suis montée sur Paris et puis je travaillais avec beaucoup de chorégraphes et j'ai été remarquée par des gens qui travaillent dans le monde du théâtre. Donc j'ai fait du théâtre classique avec Georges Belair, Franck de la Personne dans un Labiche. Que des inconnus quoi. Voilà, et puis après, je travaille avec Laurent Violet, je travaille avec des humoristes. Et puis un jour, j'en avais un peu marre qu'on me donne toujours des rôles soit de fille à papa, soit de gentille petite fille, toujours très jolie, toujours très apprêtée. Et je me suis lancée dans mon propre spectacle qui s'appelait Princesse Cherche. Alors, Princesse Cherche, c'est quelque chose qui est quand même assez exceptionnel parce que en visualisant quand même un certain nombre de vos prestations dans ce spectacle, on peut s'apercevoir que, allez, très populairement, vous mouillez votre chemise. Et vous mouillez votre chemise, pas être misogyne, mais comme un garçon. C'est ça. Parce que j'ai pour pas dit de moi, bêtises. Oui. c'est... La notion du spectacle, c'est ça. Quand on monte sur scène, moi j'ai envie d'y aller à fond, j'ai envie de partager quelque chose avec le avec le spectateur. Et quand j'ai monté mon spectacle, je voulais vraiment, pour moi c'était un spectacle au même titre que les comédies musicales à New York ou à Londres, où il y a des artistes vraiment qui vont avec leur trip, et c'est pour ça que dans mon spectacle je ne m'économisais pas. Alors bon, Princesse, on a vu pas mal de choses, là vous avez un nouveau spectacle. Non, j'ai pas un nouveau spectacle. Vous préparez, oui. Vous préparez un nouveau spectacle. On va d'abord, on va vous regarder parce qu'on vous écoute parler, mais avec beaucoup de plaisir, mais on va quand même vous regarder aussi. Ok. Ça va, relève-toi. On a l'air suffisamment con comme ça. Quels sont vos ordres, mon maître? Non mais franchement, j'ai les glandes. Tu trouves pas qu'elle abuse, la costumière? Je suis censée être qui, moi? L'empereur, le mec qui terrorise toute la galaxie. Comment on m'habille? J'ai une vieille bure en peau de cul de la main. Ah, ça fait pitié. Remarque, t'es pas mal non plus, Goldorak, avec ton truc en plastoc. Si t'as mal au bide, t'es bien parti pour nous chier des Legos. Bon, ce qui me rassure, c'est que c'est pire dans le coin ennemi. On dirait une bande de trablots intergalactiques. Prends le jeune Luke Skywalker, par exemple. Eh bien, elle a le look d'un champion du monde de patinage artistique et la coupe de cheveux de Stone et Chardel. Et la princesse Leia. Elle porte 2 nids de chauves-souris géantes de chaque côté des oreilles. Alors, ils ont raison, les cons. Que la force soit avec eux. Ils en auront vachement besoin. Alors, c'est quand même une autre dimension par rapport à Princesse. Ah, ça c'est sûr. C'est une autre aventure, mais c'est un peu pareil, hein. Si j'ai le fantasme d'être une princesse, je peux avoir aussi le fantasme de m'incruster dans des films cultes.
Et sans rien changer au film existant, parce que là en l'occurrence je suis sous la cape de l'empereur, c'est moi qui suis dessous, c'est mon texte, et voilà, et je trouvais sympa de s'incruster dans des films cultes. Et ouais, c'est autre chose, mais... C'est marrant, vous jouiez le contraste dans tous vos sketchs, que vous jouiez le contraste entre votre sourire extrêmement ouvert et un langage cru. Ouais, mais je suis comme ça dans la vie. Je pense que c'est pour ça que j'aurais bien aimé gagner la Morandini, parce que j'aurais pas été une langue de bois. Oh, mais ça, c'est ce que tous les chroniqueurs du monde souhaiteraient. Non, mais après, il y a des obligations, il y a des bien contraintes. sûr. Regardez Lionel, il aimerait parler de développement durable du matin au soir. On l'en empêche. Ouais, bien sûr. On l'en empêche. Ça doit pas être facile sur Direct 8 quand même pour parler de Bolloré, je sais pas. Hein. mais attention, hein, vos velléités de devenir chroniqueuse dans une émission, ça peut se faire extrêmement rapidement aussi. Et puis, dans d'autres émissions, on s'aperçoit que les deuxièmes, troisièmes réussissent mieux que les premiers. Ouais, mais là, moi, pour l'instant, j'en ai pas la preuve, quoi. C'est ce qu'on m'a dit, effectivement. Mais pour l'instant, les portes, elles se sont juste entrouvertes et... Eh ben, il faut s'arc-bouter. Mais vous inquiétez pas, je lâcherai rien. D'accord, je m'en doute. Je m'en doute. Bon, on vous retrouve tout à l'heure. La suite de l'émission, c'est d'abord, pour ceux qui ne pourraient pas regarder le journal, eh bien, le squelette du journal, les grandes lignes. Et d'abord 11 salariés d'Altis qui attaquaient ce matin leur direction pour irrégularité dans l'organisation du plan de départ volontaire. Les syndicats qui dénoncent des départs contraints. Distribution ce matin autour de la zone industrielle de la Croix-Blanche à Sainte-Geneviève-des-Bois et par 2 syndicats de tracts unitaires pour appeler à la manifestation nationale de samedi contre la réforme des retraites. Il s'appelle Gaël Nivelet et la police est toujours sans nouvelles de lui après son évasion de l'hôpital de Corbeil où le détenu de Fleury-Mérogis avait été amené pour un examen neurologique. Le droit de mourir dans la dignité, c'est ce que continue à réclamer Jean-Luc Reméro, le directeur des solidarités à la mairie de Vigneux qui anime une conférence ce soir sur l'euthanasie. Et puis solidarité toujours avec des maisons en bois à Itteville pour reloger les campeurs à l'année, des chalets sociaux dont la mairie a réussi à obtenir l'autorisation d'installation pour les familles qui vivent quasi définitivement en camping municipal. Voilà pour l'essentiel. Alors comme d'habitude, petit commentaire avec les chroniqueurs qui se cachent pour pas avoir à parler. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la personne qui s'est évadée. Il s'était fait arrêter pour ça. C'est un malfaiteur. Si je me souviens bien, il avait déjà été arrêté comme mineur, je crois, pour avoir crevé l'œil de quelqu'un. Et puis bon, je crois que bon, c'est un parce que quand même, on se fait quand même choper à tous les coups, donc quand on sort comme ça, quand on s'évade, on peut pas rester en cavale pendant des années. Ouais, oui, ça arrive, mais bon, quand même, je trouve ça étonnant, quoi, parce qu'on risque sans doute 1000 fois plus en le faisant, je sais pas, non. Faut exagérer, il a pas tué quelqu'un, donc il va être pris, puis il va avoir 4 mois de prison en plus. Et une réprimande. La chose essentielle, c'est qu'il ne fasse pas de bêtises, qu'il se cache plutôt, s'il en a envie de se cacher. Pardon ? Il a juste envie de faire une balade. Je sais pas, mais bon, c'est presque grotesque, mais ça arrive. Ça arrive, c'est comme ça. La fenêtre, la coursive, l'escalier, il manque maigret. Et puis c'est aussi étonnant que ce soit pas plus sécurisé d'ailleurs. Oui, aussi, parce que ça arrive assez souvent quand même. La première fois, c'était avec Ferrara, il y a 12 ans, et on avait remarqué qu'il y avait une fenêtre qui pouvait s'ouvrir. Donc on s'est dit, peut-être que pour les détenus qui arrivent en examen à l'hôpital, ils vont enlever la poignée. Non. Non, mais... Ah, c'est toujours la même. Enfin, je sais pas si c'est la même, mais il y a malheureusement un gag. Les policiers n'ont pas le droit d'assister à l'examen médical. Donc ils sont derrière la porte. Et il y avait une aide-soignante qui était là, à qui il a dû dire on se tait, sinon on prend du cul. Voilà. Ça va être un peu bizarre, ouais, comme situation. Sinon dans l'actu, oui. Moi je veux bien parler du camping d'Itteville et c'est chalet social. Chalet dits sociaux du camping d'Itteville. Alors c'est une bonne initiative quand même de la ville de la commune d'Itteville, sachant qu'en 2007 il y avait eu une grosse, en fait c'était une grosse pierre qu'ils ont enlevée justement du camping parce que au départ ce camping voulait
viré, tout simplement, tous les gens, c'était un camping privé à ce moment-là, tous les gens qui vivaient à l'année dans ce camping. Le fait de dire aujourd'hui que effectivement on peut loger, c'est un habitat social, on peut loger des gens à l'année, c'est aussi reconnaître le fait qu'il y a des gens aujourd'hui qui habitent à l'année dans les campings. C'est reconnu un petit peu partout, c'est vrai? Non, justement, on a du mal à le reconnaître. On le reconnaît seulement depuis un an, 2 ans C'est reconnu, peut-être. ça peut ne pas être accepté, mais c'est reconnu. Oui, mais le reconnaître, c'est aussi pouvoir dire j'habite et avoir une adresse et dire j'habite dans ce logement, pouvoir présenter un justificatif d'identité, une carte d'identité avec une adresse, l'adresse du camping, parce que jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. Et c'est ça qui est important. Vous avez raison, ça ne va pas être facile. Merci, on en vient à l'actualité perçue par les plus jeunes, les collégiens de Paul-Éluard à Vigneux. Et aujourd'hui, c'est une demoiselle, Sarah, qui évoque au micro d'Amélie Patéron le blocus des lycées. Je parlais des blocages dans les collèges, dans les lycées et les collèges. Ils sont dus à quoi ces blocages? En fait, c'est plutôt les lycéens qui font blocus parce qu'en fait, ils sont pas contents de la réforme des retraites et donc ils manifestent avec les autres manifestants. Tu trouves ça justifié qu'ils intègrent le mouvement et les manifestations ces derniers temps? Ouais, parce que déjà c'est pour notre avenir et il y en a, je pense qu'il y en a qui manifestent juste pour sécher les cours. Je pense, après. Toi, tu penses déjà à ta retraite? Ouais, déjà, si ils continuent à faire travailler les seniors, plus longtemps, on n'aura pas de travail pour nous après. Même si on est des mineurs, encore, on a le droit de se manifester contre quelque chose qu'on n'est pas d'accord. Après, l'État, faut qu'elle comprenne que voilà, nous n'est pas d'accord avec ce qui se passe sur les retraites. Toi, tu penses que le blocus, c'est un bon système, un bon moyen? Ouais, parce que comme ça, au moins, ils comprennent qu'on est en colère contre l'État et qu'ils doivent. Moi, je trouve pas ça normal qu'ils fassent travailler les seniors jusqu'à 67 ans. Il y a beaucoup de seniors qui travaillent en ce moment. Et s'ils travaillent jusqu'à 67 ans, nous, après, quand on va arriver au lycée ou en terminale, on va faire comment pour travailler si on cherche des stages? C'est ça le problème. Il faut qu'ils libèrent. Parce qu'après, voilà, la personne elle va demander elle va déposer son CV et tout, mais il y aura un problème, ils vont dire ouais, ils sont trop nombreux. Comme il y a des chômeurs qui cherchent du travail et que là il n'y a pas de place, ça augmente le taux de chômeurs. Donc après, ça fait que les étudiants plus les chômeurs, ils se retrouvent dans la galère. Voilà, il y a donc du bon et du mauvais dans ce qu'elle dit, hein, c'est normal, il y a des gens qui sont d'accord, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, et on aura évidemment une autre perception de l'actualité avec une autre collégienne ou un autre collégien demain à la même heure. La médecine douce, vous nous avez promis un sujet presque à polémique. Oui, on va entamer d'abord sous une autre forme. J'allais vous dire, j'arrive sur ce plateau, Patrice, avec une question. Qu'est-ce qu'un naturopathe? Évidemment, tout le monde va pouvoir me répondre. Alors, ce n'est pas quelqu'un qui aime manger ses spaghettis nature sans beurre ni fromage râpé, bien évidemment. C'est pas moi qui ai écrit le texte. Je ne sais absolument pas qui a écrit ce texte-là. Ce n'est pas non plus un militant de Greenpeace en proie à de graves troubles psychiatriques, parce qu'on pourrait le croire. Un naturopathe, non, ce n'est pas ça non plus. Le naturopathe, qu'est-ce qu'il pratique? Il pratique la naturopathie. Ça vous fait une belle jambe en bouse qui vous tient chaud tout l'hiver. Absolument. Donc une science ou une pseudo-science, diront certains, ça dépend. Que l'on pourrait classer, donc, comme vous le disiez, dans ce qu'on appelle maintenant couramment les médecines douces. Donc je vous invite à découvrir cette médecine douce avec une consultation au cabinet de François Danin, qui est donc naturopathe à Cheptainville. Pardon, allons-y. C'est à Cheptainville, au milieu d'un parc de 2 hectares, que se trouve le cabinet du naturopathe François Danin. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Je vous en prie, entrez, vous êtes sur votre droite. La naturopathie est une médecine dite douce, visant à rééquilibrer le fonctionnement de l'organisme par des moyens naturels. Et pour agir, le naturopathe dispose de tout un arsenal. Dans la multitude des ressources que la naturopathie peut mettre en place, il y a différentes choses et tout le monde ne répond pas pareil. Vous avez des gens qui y répondent très bien à la phytothérapie, d'autres non. Nous, on a des tonnes de choses, la gémothérapie, l'hydrothérapie, l'utilisation de l'eau par exemple, etc. On va choisir ce qui correspond à votre terrain. Alors, et enfin, évidemment, à la fin, on va établir ce qu'on appelle un plan hygiéno-diététique, c'est-à-dire qu'on va dire les différentes mesures à prendre
pour améliorer votre terrain. Je me suis renseigné pour essayer de trouver une autre manière de pallier les quelques maux que je puisse avoir sur ma santé, compte tenu des échecs de l'allopathie. C'est une médecine douce que vous connaissiez déjà ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment ma première connaissance, date d'il y a 2 mois, au travers de la littérature. Donc là, aujourd'hui, c'est une grande première, en fait. Vous allez tout à fait. Vous en attendez quoi? À quel niveau? Eh bien, j'en attends, pas forcément une abolition totale de tous ces petits maux que je peux avoir et qui m'encombrent un peu ma santé, mais au moins en majeure partie. La naturopathie mise beaucoup sur la prévention et l'auto-guérison. Elle n'a pas vocation à se substituer à la médecine traditionnelle, surtout en cas de maladie grave. Le naturopathe n'établit pas de diagnostic et n'est pas non plus compétent pour délivrer une quelconque prescription médicamenteuse. Mais en France, cette discipline laisse bien souvent le corps médical plutôt sceptique. Le métier n'étant pas réglementé, son exercice est donc tout à fait libre. Alors, avant de sauter le pas, il est au moins indispensable de se renseigner sur les qualifications du praticien. Sachez aussi qu'une simple consultation chez un naturopathe oscille entre 50 et 80 €, tout ceci n'étant évidemment pas pris en charge par l'assurance maladie. Eh oui. Bon, évidemment. Donc à chacun de se faire son idée sur la question. Chacun voilà, on est libre de se faire d'y croire ou de ne pas y croire. Non, je rigolais, ça va, c'était fait exprès. Ça me surprenait de votre part, mais de croire ou de ne pas y croire, évidemment. Voilà, moi qui ai un esprit plutôt cartésien, c'est vrai que j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans, mais par contre, il est vrai qu'il y a énormément de choses quand même dont je ne parle pas forcément dans le reportage, mais c'est vrai qu'il y a plein de bon sens dans certaines de ces pratiques et dans certaines choses que le naturopathe pouvait dire. Non, mais ce sont des choses très simples en fait, qui sont liées juste au corps humain, voilà, sur le fait d'avoir des cycles de sommeil, des choses comme ça. Enfin, bon, ouais, c'est juste des questions de bon sens. Donc je vous invite quand même à aller sur son site, qui est françois.danin.free.fr. Il y commente avec un œil relativement acéré quand même beaucoup de faits d'actualité qui se rapportent à la santé. Et c'est toujours très intéressant. Il y a plein de bon sens dans ce qu'il dit. Donc c'est voilà. On va demander à votre voisin, Massaka, premier, son avis sur la question. Vous y croyez à ce genre de choses? Bon, moi, ouais, c'est possible, hein. C'est possible. Bon, je connais pas trop. Enfin, à partir du moment où on est convaincu que ça peut marcher, il y a déjà des possibilités, c'est ça que vous voulez dire. Si les gens se sentent mieux après, voilà, pourquoi pas. Bien sûr, América. Non, moi j'y crois un peu, ouais. Je crois en l'ostéopathie, donc bon là, j'avoue que vous avez peut-être pas montré le côté le plus ouais, le cabinet. Ah oui, alors après j'ai pas choisi non plus. C'est vrai que un peu kitsch, un peu. C'est vrai que ça fait pas très jeune, quoi. Hein. C'est pas très, non, mais d'habitude c'est plutôt ambiance reiki avec des lumières un peu zen. Là, il n'est pas branché. Un peu loin. Là, effectivement, il n'était pas branché. Mais enfin, c'est pour autre chose. Mais là, non. Voilà, en tous les cas, je pense que ça fonctionne quand même. Hein, parce qu'il y a oui, il faut l'espérer. Qui vont le voir. Écoutez, le principal, c'est que ce ne soit pas un escroc. Et ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc, et puis bon, ils risqueront quand même au mieux ou au pire d'être délestés d'entre 50 et 80 €. Donc bon, si ça ne marche pas, bon. Voilà. Généralement, il faut plusieurs séances, non? Je pense, oui. Enfin, je dis ça comme ça. Bon, allez, autant vous savez que des jumeaux sont nés il y a quelques jours grâce à une congélation rapide d'ovules. C'est une première en France. La congélation rapide, elle est interdite en France. Ne me demandez pas pourquoi. En tout cas, nous avons recueilli les avis de quelques Essonniens sur ces bébés nés mardi. J'ai du mal à concevoir ça, mais chacun fait ce qu'il veut. Hein. Pourquoi pas? Si les parents n'ont pas d'autre solution, pourquoi pas? Moi, j'ai horreur de toute cette chimie. C'est pas une question que de porteurs, de personnes qui portent, tout ça. C'est plutôt social. Je serais contre. Si je peux pas avoir d'enfant, je donnerais pas... Enfin, je pourrais pas apporter les enfants de quelqu'un d'autre avec les ovules de quelqu'un d'autre, ça c'est sûr. Étant jumelle, je trouve que c'est bien, c'est une bonne chose. On doit faire confiance à la science. Ah ouais, c'est incroyable ça. Pour moi, ça doit se faire naturellement. C'est un choix après. Hein. On a peur qu'ils aient des soucis de santé ou qu'il y ait des problèmes génétiques. Il y a tant d'enfants qu'on pourrait adopter si on a des problèmes.
Voilà, une petite question aux femmes qui sont sur le plateau. Alors, America. Moi je suis pas contre. Chacun est libre de faire ce qu'il a envie de faire et en l'occurrence quand on a vraiment envie d'avoir un enfant et qu'on peut pas, j'imagine que ça doit pas être spécialement très simple à vivre, donc je peux comprendre. Non, je voulais juste dire un mot. Écoutez, non, tant pis. Je vais quand même dire un mot. Oui. C'est que ce sera aussi la possibilité pour des femmes qui ont des lourds traitements de chimiothérapie, par exemple, qui ont eu un cancer et qui vont perdre, du coup, certainement pour certaines, enfin, en tous les cas pour certaines, la faculté d'avoir des enfants par la suite, de congeler donc ces ovocytes pour avoir des enfants par la suite, parce qu'elles ne pourront plus en avoir après leur traitement. Et ça leur permet aussi de ne pas avoir recours aux embryons congelés, parce que pour des raisons éthiques, certaines personnes préfèrent ne pas passer par les embryons congelés parce qu'elles considèrent, et à juste titre sans doute aussi, enfin ça chacun est libre de penser ce qu'il veut, que les embryons sont déjà un enfant en devenir, donc les ovocytes sont aussi une nouvelle solution qui peut être apportée là-dedans. Petit tour de table, quel tourne? Non, après si ça peut aider, moi non, je suis pas contre. Pas contre? Voilà. Enfin, Martine. En fait, je ne suis pas une spécialiste en la matière, il y a quand même quelque chose qui m'interpelle. Par exemple, la congélation rapide du sperme est aujourd'hui autorisée. Et la congélation rapide, justement, des ovocytes ne l'est pas. Mais par contre, la congélation lente, enfin le système, j'ai pas le mot scientifique, je ne connais pas le mot scientifique. C'est le contraire de la vitrification. La vitrification, c'est la congélation rapide, voilà. Et la congélation lente l'est autorisée. Alors pourquoi ne pas autoriser la congélation rapide des ovocytes? C'est en fait une question d'éthique, c'est une question, c'est une loi, c'est politique. Voilà, exactement. Bon, c'est là où effectivement ça m'interpelle. Maintenant, alors qu'elle fonctionne mieux, d'après ce que. Eh ben oui, apparemment c'est beaucoup mieux une congélation rapide qu'une congélation lente. Il y a plus de chances effectivement d'avoir de bons résultats. Bon, alors on va laisser les ovules, on va parler piano. Oui, alors piano, oh là, c'est un bon. Alors bon, comme d'habitude, je vous présente par semaine un sujet, un portrait d'artisan. Là, cette fois-ci, on va à Péqueuse et on rencontre Bruno Brantone, restaurateur de piano. On regarde. Bruno Brantone est restaurateur de piano à Péqueuse. Depuis 15 ans, il redonne vie à des instruments fatigués par le temps et le jeu. Il perpétue un savoir-faire remontant au début du XXe siècle qui allie patience et force physique. Je travaille dans le bois depuis que j'ai commencé, depuis l'âge de 14 ans. Je suis menuisier à la base, après j'ai fait l'ébénisterie et je suis arrivé dans la restauration de piano. En sortant de BMA d'ébénisterie, je voulais faire que de la restauration de meubles. Le marché était à peu près saturé, donc on nous a proposé de restaurer les instruments. Parce qu'il n'y avait plus ou quasiment plus de restaurateurs de piano. On a pu intervenir, nous en tant qu'ébénistes, sur le meuble avant de pouvoir toucher à la mécanique et à la structure harmonique. Et donc c'est un métier qui m'a plu et je suis resté dedans. Le plaisir dans le piano, c'est qu'on prend un piano dans cet état-là, on le restaure, on change ce qui a changé, les cordes, les feutres, etc. Et après on lui redonne sa sonorité. Ça, c'est, quand on a fini l'instrument, qu'on joue l'instrument, c'est drôlement agréable. Parce qu'on redonne vie à l'instrument et on se dit super, j'ai pas fait un travail pour rien. On n'a pas forcément besoin d'être pianiste pour voir les différents problèmes qu'il y aurait sur un piano, quoi. Parce que tout est une question de réglage et donc de code bien spécifique. Après, on va dire que l'avantage de savoir jouer du piano, c'est qu'on peut affiner plus le toucher. Donc moi j'ai mon accordeur attitré qui sait jouer du piano et qui me dit il y a ça, ça et ça, et donc on rectifie ensemble. Le métier, je l'aime depuis toujours. Depuis que j'ai 14 ans, comme je dis, je suis dans le bout de bois et je ne changerai pas pour rien au monde, quoi. Ça c'est inévitable. Même si, ou alors il faudrait vraiment que j'ai un problème catastrophique. C'est quand même le plus beau des instruments de musique, non?
Oui, tout à fait. J'aime beaucoup aussi le piano. Alors, le métier de restaurateur de piano, effectivement, il y a 15 ans, quand il a commencé son métier, Bruno Brantôme est rentré dans cette profession parce que c'était un métier en voie de disparition. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ça va pas continuer, hein, cette histoire justement de ces métiers qui font partie de notre patrimoine et qui sont justement également en voie de disparition, puisqu'avec la crise, les restaurateurs de piano, ça coûte très cher de restaurer un piano, et bon, les particuliers, puisque la clientèle c'est un maximum de particuliers, ont du mal à débourser des sommes qui leur semblent souvent importantes, même si souvent restaurer un piano ça reste sentimental puisqu'on le garde de génération en génération. Le genre lui-même est magnifique. Oui, bien sûr, c'est un meuble, c'est un meuble et c'est un instrument de musique. C'est pour ça que le fait d'être ébéniste et de passer dans la restauration de piano, c'était quelque chose de complémentaire, quoi, tout à fait. Alors aujourd'hui, son activité en qualité de restaurateur de piano a un peu baissé, a même beaucoup baissé depuis la crise, puisque son activité représente aujourd'hui, l'activité de restauration de piano représente 35% de son activité, alors qu'auparavant elle représentait 90%, mais il espère demain justement revenir à son activité principale de restaurateur de piano. Il devrait faire les synthétiseurs. Oui, c'est autre chose. Alors, franchement, rien à voir. On le lui souhaite, parce que c'est quand même un artiste, le monsieur là. Il ne faut pas oublier. À propos d'artiste, Giuseppe Baggio, un Africain. Mastercard premier, oui, d'abord, donc Mastercard, ça évoque le Congo, ça évoque votre prénom aussi. Ça évoque quoi, Mastercard? Oui, Mastercard premier, ça évoque, le Congo, parce que je suis né là-bas. Je suis né à Kinshasa. Et puis ça évoque aussi mon environnement, quoi. Donc dans votre premier album, vous étiez en train de raconter l'histoire des Africains, des histoires aussi des gens qui arrivent en France et qui ont du mal à s'affirmer en France. Le deuxième album, il s'appelle Garçon africain. Voilà. Et les thématiques de toutes ces chansons, c'est quoi? Bon, dans Garçon africain, vous avez beaucoup de thèmes. Il y a les thèmes sur... D'abord, le thème principal, c'est Garçon africain. Oui. C'est un morceau, je parle de moi en tant qu'Africain, de qui je suis, je me présente au fait, qui je suis, les choses que j'aime et les choses que je déteste. Alors, il y a deux titres, il y a un titre qui s'appelle donc c'est la crise. Voilà. Le livreur de pizza. Livreur de pizza. C'est vraiment... Oui, c'est la crise. C'est la crise parce que, bon, en ce moment, c'est la crise. Tout le monde en parle. On attend on a vu les réformes et tout de la retraite. C'est à cause de la crise. Et puis, il y a beaucoup de gens qui sont licenciés, qui se retrouvent au chômage à cause de la crise. Et donc, c'est pour ça que j'étais inspiré. J'ai écrit ce morceau-là. C'est la crise, oui. Et l'ivoire de pizza aussi, parce que... excusez-moi de vous interrompre. L'ivoire de pizza aussi, c'est parce que c'est mon travail. C'est un métier que j'ai travaillé en tant que livreur de pizza l'année dernière. Et donc j'étais inspiré, c'est pour ça que j'avais écrit ce morceau-là aussi, livreur de pizza. Et il y a une grande nouveauté, c'est que vous parlez aussi de femmes cette fois-ci. Donc oui, Tu me manques. Oui, il y a Tu me manques, ouais. Et il y a Fille classe. Il y a Fille classe aussi, exactement. C'est quoi la définition d'une fille classe? Bon, fille classe, c'est une fille qui est classe à l'intérieur. C'est à l'intérieur, oui. C'est une fille qui est classe. Qui a des qualités de cœur. Qui a des qualités, qui a beaucoup de cœur. Alors, je vous propose, donc il y a un autre titre, effectivement, qui s'appelle donc Coupé dédicace. Voilà, Coupé dédicace. Vous avez fait un clip. Alors, on regarde tout de suite le clip et puis on va parler de ça. Ok. C'est parti. Hey, Mamaï, Coupé dédicace. Mastercard premier, Mastercard premier, Mastercard premier. Tu voulais dédicace, voilà ta dédicace. Sur ce son qui fracasse, Bob, oh, tu les reconnais. Dans la même école, mais pas dans la même classe. Alors c'est parti pour les dédicaces. Jean Ducasse, Linda Barbas, Kamel Big Box, Oxygène, 47 AK,
spécial dédicace, dédicace, casse, coupé, dédicace, décalé, dédicace, spécial dédicace, dédicace, casse, Tyran, Bam, Ricky, Perpise, Magali, idéal, râle, Arnaud, l'idéal, Pichou, ma cool, Piston, El, Alibi, Yala, Gilio, Bemba, Tosha, Bemba, Fanny, Bemba, Gaël, Nesou, Claudia, Sassou. Oui, Pascal, donc vous habitez Courcouronnes, on voit des éléments de décor dans le clip, c'est ça? Il a été tourné à quel endroit? Voilà, j'ai tourné le clip à Courcouronnes, au canal, dans mon quartier. Alors vous êtes donc auteur, compositeur, interprète. Mais il n'y avait pas un petit côté Begin? Côté Begin Begin, la musique antillaise. Bon, il y avait un rythme un peu antillais, je trouve. Bon, c'est pas ce rythme, oui, c'est la musique. Bon, c'est un morceau, c'est plus rythmique, plutôt révolutionnaire quand même, traditionnel. C'est plus un morceau plus africain. C'est plus coupé, décalé, vous voyez. Mais nous, on a ajouté maintenant une basse hip-hop. Voilà, pour rester quand même dans l'esprit, voilà. Et ce morceau-là, il a été composé par Arnaud l'Idéal. Arnaud l'Idéal, en fait, qui est un très bon compositeur. Qui est un très bon compositeur, que d'ailleurs je salue. Il y a eu aussi DJ Jean-Michel, DJ Kai. J'ai fait appel à eux, à ces gens-là, pour composer les sons. Qui est très sympathique. Et au fait, bon, lui il est aussi ici, mais il n'a pas pu. Arnaud l'Idéal, il est avec moi, mais il n'a pas pu être parmi nous, quoi. Voilà. Ah oui, c'est pour une question de place. Voilà. Alors, il y a un autre titre qui m'interpelle, c'est Le Roi du hip-hop. Donc, Mastercard premier, Le Roi du hip-hop, autoproclamé. Voilà, Le Roi du hip-hop, c'est un morceau, j'étais inspiré par la mort de Michael Jackson, en fait. C'est pour ça que j'avais écrit ce morceau-là. Donc moi, je me voyais mourir comme Michael Jackson, quoi, en fait. Et donc, c'est bon, c'est ego trip, hein, c'est ego trip. Vous avez été voir un naturopathe? Donc l'album est disponible dans tous les plaques. Dans cet album-là, c'est un album vraiment, parce que 2010, c'était l'année de l'Afrique. Parce qu'en 2010, on a eu la Coupe du Monde en Afrique, on a eu Barack Obama qui a été élu président aux États-Unis. Quand même, c'était un honneur pour nous, la diaspora africaine, quoi. Et donc vraiment, j'avais dédié cet album-là, c'était vraiment pour la qui est actuellement à la Fnac, un peu partout, hein, à la Fnac, à la Ivry, à la Gora, un peu partout, Champs-Élysées, Châtelet-Léal, partout, un peu partout. Voilà, un album qui sera jamais, merci Mastercard premier, jamais figé dans le granit. Et hop, quel tome, hein. Merci. Ah oui, la semaine dernière, on avait découvert une exposition qui s'appelle l'œuvre granit de Denis Monfleur. Il avait détaillé notamment deux de ses œuvres, alors un gros volume et un petit, il y avait les têtes monumentales et il y avait la raboteuse, le clin d'œil à Caillebotte. Alors cette semaine, il y a tellement d'œuvres qu'on vous propose d'y retourner. L'exposition est toujours d'actualité, elle a lieu jusqu'au 12 décembre. Et de découvrir, pareil, un gros volume et un petit. Alors c'est comme dans un rêve et la seconde s'appelle Les Anges, direction hier. J'ai commencé ma carrière il y a une petite trentaine d'années, enfin 25-30 ans, et j'ai commencé par la pierre, mais par des pierres qui étaient plus tendres, c'est-à-dire au début du grès, puis après du marbre. Et puis assez logiquement, je suis passé à une pierre dure, voire ultra dure, ce que je voulais travailler depuis le départ, qui est le granit. Et ce choix s'est un peu imposé à moi par le fait que c'était une pierre qui n'était pas décorative. C'était quelque chose qui, lorsque vous vouliez dire, lorsque vous vouliez avoir une expression artistique à l'intérieur, il fallait que cette expression soit suffisamment forte pour qu'on puisse l'apprécier sans dire « ah, c'est une jolie pierre ». Donc ça m'intéressait beaucoup, déjà qu'elle n'avait pas cette dimension. Elle a une puissance intérieure, mais elle n'a pas une dimension presque maniériste comme peut l'avoir le marbre ou d'autres pierres qui sont très lumineuses et très polissables, alors que le granit peut être poli.
Et puis ensuite, il y a quelque chose de fondamental pour moi, c'est qu'en passant du marbre au granit, toutes mes œuvres de dimensions importantes peuvent aller dehors pour toujours. Et là, j'ai gagné un extérieur qui était très important pour moi, de pouvoir avoir une œuvre un peu comme ça, panthéiste, qui vivait dans la nature avec les différentes saisons, la pluie, les éléments végétaux ou urbains autour. C'était quelque chose qui m'apportait beaucoup. C'est l'idée d'une farandole d'anges qui se rapprocherait un peu de l'idée de Watteau dans l'embarquement pour Cythère. C'est-à-dire qu'à chaque moment, les anges qui sont taillés dans les mêmes volumes de granit, ce sont tous des granites, montrent un moment de vie un peu différent, qui va vers une chute et puis qui reva vers une apogée. Et surtout, dans l'ensemble de cette installation, ce qui est important, c'est que l'éclairage vienne par en dessous. C'est-à-dire qu'au lieu que l'ange soit éclairé par quelque chose de divin et de solaire, il est éclairé par un élément terrestre, comme si c'était une condition humaine qu'il acquérait par un feu terrestre. C'est une pièce qui est très importante pour moi parce qu'elle s'appelle comme dans un rêve en réalité cette pièce. Elle s'appelle comme dans un rêve parce que l'idée c'était, vous savez, quand vous vous endormez, parfois quand on est un enfant, on a l'impression de chuter. On chute et puis on s'endort après on tombe. Donc c'était l'idée de représenter ce moment-là. Elle n'est plus dans ma collection parce qu'elle n'est plus à moi, mais bon. Donc c'est une pièce qui date, qui est un peu âgée pour moi, qui date de 2005, qui est très importante parce que ça a été la première pièce que j'ai suspendue et d'ampleur. C'est une pièce qui fait à peu près 300 kg et qui est en granit et qui est un corps suspendu par un câble d'acier. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, il y a un côté oxymorique, c'est-à-dire qu'à la fois elle est légère alors qu'elle est en granit et elle est souple alors qu'elle est encore une fois en granit. Et puis surtout, elle a cette mobilité très gracieuse qui, avec un simple souffle de vent ou un changement de température dans l'atelier, l'a fait bouger pendant pas mal de temps. D'autre part, j'attire votre attention sur le fait qu'elle est faite en 3 parties, c'est-à-dire qu'elle est constituée presque d'un trumeau qui fait le corps, et les 2 bras sont rajoutés simplement avec des mortaises et des tenons qui sont évidemment des tenons en acier. Et ça aussi, c'est une chose qu'on peut faire dans le granit et difficilement dans une autre pierre, parce que les autres pierres s'éroderaient, s'abîmeraient ou risqueraient de casser. Presque plus grand que moi. L'exposition est toujours visible jusqu'au 12 décembre à la ferme Ornée, propriété Caillebotte, donc à hier, du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h30 et les samedis et jours fériés de 10h à 12h. Il y a un site internet qui s'est affiché, n'est-ce pas, monsieur le réalisateur? Et il y a aussi un ouvrage qui est sorti dans le cadre de cette exposition, l'œuvre Granit aux éditions de la Table Ronde. Voilà. On l'a déjà vu. C'est magnifique, on l'avait vu la semaine dernière, mais il faut vraiment, il y a Noël qui se prépare, là, dans pas longtemps, ça peut être un excellent cadeau. On va terminer l'émission avec vous, America. Un tout petit reproche qui n'est pas de moi. Certains vous reprochent de faire un show pour filles et femmes. Ouais, sauf que j'ai de plus en plus de garçons qui viennent, même tout seuls. Et d'ailleurs, c'est dans Prince et Cher, c'est vraiment des spectateurs qui sont vraiment très actifs, les garçons. Très actifs, bon, oui, les filles, elles sont un peu plus, elles pourraient être passives en fait, ça pourrait leur parler. Les garçons, quand je pose des questions, répondent, et du coup, c'est marrant et parfois c'est surprenant. Et ceux qui disent que vous manquez de subtilité? Voulu, hein, bien entendu. Bien sûr, c'est voulu. Je leur réponds que peut-être que eux aussi manquent de subtilité. C'est vrai. Bon. Ouais. Comment vous voyez votre avenir? Je le vois avec Internet. America fait son cinéma, donc 20 séquences de films cultes dans lesquels je m'incruste. Et voilà, ça c'est important pour moi parce que je vais essayer d'aller faire un peu de buzz sur Internet. Et après, la scène, toujours la scène, parce que ça c'est ma vraie passion, mon vrai métier. Eh ben, on regarde un tout petit peu de scène. Ok. Un canard. Alors tu vois, maman, ça a tout du canard. Du jouet canard à mettre dans ton bain, jaune, mignon, marrant. Jaune fraise. C'est une nouvelle tendance. Eh bien, ceci
Ce canard est un sextoy. Oui. Un jouet sexuel. Et une de mes super meilleures amies voulait un super bonus pour avoir plus de jouets sexuels.